Donc, j'ai eu des échanges avec les services secrets français, et c'est haut en couleur, quoi. C'est assez comique, quoi. Disons qu'à un moment, je vois arriver un type de la DST qui me dit voilà, je travaille pour la DST Sciences de la région PACA, et je suis un peu surpris par votre présence. Nous avons vu des notes qui circulaient disant que il fallait décourager les contacts entre les Français et les Soviétiques dans le domaine de la MHD. Alors j'étais surpris parce que les Soviétiques, en principe, ce sont les leaders dans le domaine. Et je me suis aperçu que les connaissances sensibles, c'était vous, dans une cave de l'Observatoire de Marseille avec 3 sous de matériel. Alors je ne comprends pas, je voudrais avoir des explications. Et il dit, avant de vous contacter, j'ai fait ce qu'on appelle vous environner. C'est-à-dire j'ai rencontré 30 ou 40 personnes. C'est ce qu'ils font. Ils rencontrent plein de gens avant de converger vers le bonhomme lui-même. Et il me disait, à chaque fois, je suis tombé sur des types qui m'ont dit ah oui, oui, Jean-Pierre Petit, je connais. Oui, c'est un garçon qui a fait beaucoup de choses assez variées, beaucoup de talent. C'est un bon chercheur. Mais... Et voilà, ça s'arrêtait. Un type me dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce mais, derrière ces points de suspension? Alors je vais raconter. Alors, je crois me rappeler qu'à l'époque, il a pu me faire avoir quelques milliers de francs avec lesquels on a acheté je ne sais trop quel matériel. Et à un moment, il m'a dit, ah, évidemment, si l'étranger s'intéressait à vous, ce serait plus facile de vous aider. Oh, j'entends ça. Et un jour, mon fils me dit, il devait avoir une douzaine d'années, il y a eu un coup de téléphone pour toi qui vient du Texas, un type qui voudrait te parler. Bon. Et quand j'ai ce type-là au téléphone, il s'appelait Ray Stanford. Il s'occupait d'une association qui s'appelait le projet Starlight International. Et j'ai une conversation, je ne sais pas, d'une heure au téléphone. À l'époque, les gens qui pouvaient se permettre ça, ça coûtait très cher. Bon. Donc Stanford me raconte qu'en se promenant en avion, ils ont fait un film, il y avait un ovni, il faudrait que je voie ce film, c'est intéressant. Ah, moi, je dis, écoutez, si vous voulez que je voie ce film, vous n'avez qu'à me payer le voyage, quoi. Bon, voilà. Ah, pas de problème. Alors, je raconte ça à Payan qui me dit, à mon avis, ce sont les Américains qui essayent de vous approcher. Donc, le rendez-vous a pris, je vais à Austin, au Texas, et au retour, d'abord, avant de partir, je me souviens de ce film avec Alec Guinness qui s'appelait Notre agent à la Havane. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Notre agent à la Havane, c'est un roman anglais, et c'est un type qui vend de l'électroménager à la Havane. Et il est veuf, il a une fille qui fait des concours épiques, et ça lui coûte très cher. Alors un jour, il a des représentants de son honorable majesté qui viennent le trouver en lui proposant de faire un peu d'espionnage. Alors on lui donne un petit peu d'argent. Alors il a un club où il va, mais c'est le plus mauvais espion qu'on puisse imaginer. Alors le temps passe et les gens lui disent alors, est-ce que vous avez des résultats? Il n'y a pas de résultat. À un moment dans le film, d'ailleurs, il essaye de parler avec un pilote de la Cuban Airlines qui l'envoie pratiquement chier. Alors ça lui donne une idée et il fait un rapport en disant que ce type lui a confié qu'il avait survolé la jungle et qu'il avait vu un objet tout à fait étrange. Et là, il dessine le séchoir à cheveux qu'il a en face, qu'il n'a aucune imagination. Ça arrive à Londres, les gens se disent, ça y est, les Cubains sont en train de développer un canon à électrons au plein milieu de la jungle. Voilà. Et alors, on lui envoie de l'argent, et dans le film, 2 représentants espions viennent le trouver, et essayent de parler avec lui, et à un moment, ils lui disent, écoutez, on est quand même du même bord, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, et tout ça. Et il est étrangement muet sur ses sources, sur ses méthodes. Nous avons beaucoup apprécié vos méthodes. Et simplement, il y a un truc, c'est qu'effectivement, il a envoyé un deuxième dessin, et il a fait ça en dessinant son aspirateur à traîneau, quoi. Et là, à ce moment-là, les Anglais ont déduit que les Russes installaient un accélérateur de particules dans la jungle, quoi. Et là, il y a la femme espion qui est dans le magasin, qui regarde ses dossiers, et à un moment, elle voit l'aspirateur, et elle réalise qu'il a dessiné son aspirateur. Alors, la fin du film,
on le rapatrie en Angleterre comme professeur d'espionnage pour éviter le scandale, quoi. Bon, voilà. Donc moi je dis à de mes copains, je vais aller aux États-Unis, il se passera strictement rien, mais il se passera quand même quelque chose. Bon, alors effectivement quand j'arrive aux États-Unis, bon, ben, il se passe des trucs assez rigolos. Par exemple, Stanford me raconte que quand on veut observer des ovnis, il y a des coins, quoi. Donc lui, il va près de cette R51, il y a un endroit qui s'appelle Oscuna Peak. Et là, ils ont filmé des ovnis qui avaient des signaux avec des gens au sol et tout ça. Alors c'est assez marrant parce qu'à un moment, il passe un enregistrement et on entend un bruit d'enfer. Qu'est-ce que c'est? C'est la femme de Stanford qui a le micro et qui le frotte contre sa jambe. Et lui, il dit Stop scratching this microphone! Arrêtez de gratter ce microphone! Et il dit c'est terrible quand on a des trucs comme ça, les gens perdent complètement leur sang-froid. Bon, voilà. Une autre anecdote succulente, on va chez un vieux noir. Et il y avait un météorite assez exotique qui était tombé dans son terrain, et le FBI était venu pour le récupérer en lui proposant 3 sous, quoi. Et il s'y refusait. Et il nous a dit, vous savez, monsieur, si Dieu a mis ça dans mon champ, c'est qu'il avait ses raisons. Voilà. Bon, je rentre des États-Unis, et je dis à Payan au téléphone, ça s'est passé exactement comme vous l'aviez prévu. Quand on dit ça à un type, il est prêt à croire n'importe quoi. Donc là, il a avalé l'appât, la ligne, la canne, le moulinet, tout, mais ça fait des mains. Alors il me dit, je vous envoie machin. Alors effectivement, j'ai la visite d'un type qui vient me écouter un peu tout ce que je raconte. Alors qu'est-ce que je raconte? Je dis voilà, ben, quand je suis arrivé là-bas, le 2e jour, il y a un type qui a pris contact avec moi, qui est très calé en MHD, en physique. Est-ce que vous pouvez le décrire? Oh oui, assez petite taille, 1,70 m pour un Américain, roux, il était en tenue de tennis, il avait du poil sur les jambes. Je décris le personnage complètement. Il s'appelait Gordon, ou quelque chose que je lui donne un nom. Alors, essayez de vous souvenir de tous les détails qui peuvent avoir l'importance. Oui, à un moment, il m'a dit, pourquoi vous venez pas travailler chez nous au lieu de travailler dans votre labo qui est tout petit? Et alors, le type dit, mais comment il sait que votre labo est tout petit? Alors ça, je ne sais pas. Et après, dernier mot, j'ai dit, oui, il m'a dit, si vous changez d'avis, call me collect. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. En fait, ça veut dire, appelez-moi un PCV. Bon, voilà. Donc, le résultat, c'est que on attend, et puis finalement, il ne se passe rien, puisque cette histoire a été inventée de A à Z. Donc, quelques mois après, Payan me dit, avec un air inspiré, vous savez, votre type, la Gordon, ils l'ont identifié. Autrement dit, il y a une mission des services secrets à Austin pour trouver un type de 1,70 m qui était roux, qui jouait au tennis, qui faisait de l'EM. Je les avais trouvés le mec comme ça. Bon. Donc, un an passe, rien ne se passe. Je déjeune sur la place de la Rotonde avec le type de la DST. On boit un petit coup. Et là, à la fin du déjeuner, vous savez, Alain, je vais vous dire une chose, l'histoire d'Elpont, j'ai tout inventé. Je dis, c'est pas possible, on a un dossier comme ça sur lui. Voilà. Voilà. Mais il y en a d'autres, dit ça comme ça, juste une au passage. Voilà les services secrets, c'est magnifique. Alors le truc, c'est que il se méfie terriblement de moi, parce que des années plus tard, je vois arriver un jeune mec assez fringant avec un 4x4. Bonjour, je voudrais adhérer à votre association, le Gesto. Bon, alors j'ai dit, et puis il me dit, je suis de la DST. Je dis d'abord, j'ai tout de suite un moyen de vérifier quel est votre patron. Mon patron, c'est Mariani. Effectivement, Mariani s'occupait de la DST Sciences pour la région PACA. Bon, il était bien de la maison. Alors je dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait des années que vous n'avez pas de nouvelles de moi. Mariani a dû dire, tiens, on ne sait pas trop ce que fabrique votre petit. Est-ce qu'il n'y a pas un type qui s'intéresse aux ovnis qui a envie d'y aller? Si, si, vous avez la main. Il me dit, oui, c'est comme ça que c'est passé. Donc il venait pour adhérer. Je dis, vous savez, de toute façon, tout ce que vous voulez savoir, vous allez le trouver dans un bouquin qui va être dans les librairies après-demain. Je dis, comment ça se fait? Oui, c'était le bouquin Enquête sur les extraterrestres qui sont déjà parmi nous. Il dit, mais on n'a rien capté aux écoutes. Mais attendez, aux écoutes, on raconte que des conneries. On n'est pas idiots. Quand j'ai fait ce truc-là, j'ai pas donné un seul coup de téléphone. Voilà. Alors, si un jour ils captaient au téléphone, les extraterrestres viennent mardi prochain dans le journal, ils se déplaceraient pas. Ils disent, ça va être encore un truc, on va se ridiculiser. Voilà. Ben, disons qu'il y a un composant non détecté et non détectable optiquement, auquel on attribue le nom de matière noire, et qui agit sur la dynamique de l'univers. Ça provoque l'accélération de l'univers, ça provoque le confinement des galaxies, etc. Donc à ce moment-là, on a essayé de créer un objet de masse positive, et moi je dis, cette matière invisible, elle a une masse négative. Par exemple, si on la cherche dans la galaxie, c'est idiot parce qu'elle est à l'extérieur.
Voilà. Regardez par exemple tous les gens qui font des tentatives de détection de ces astroparticules dans les mines, comme Elena Aprilé, sous le 1800 mètres de roche, eh bien ils trouvent rien. Ils trouvent rien parce qu'on a envie de leur dire, mais ce que vous cherchez, c'est en dehors des galaxies. Alors transporter le labo là-bas, c'est un peu cher. Voilà. Bon. Donc la matière noire n'existe pas avec une masse positive, c'est une masse négative. Et qui plus est, c'est une antimatière de masse négative. Donc ça répond à la question où est passée l'antimatière primordiale. D'ailleurs, Janus répond à énormément de questions. Ben, vous savez, c'est un peu comme si vous disiez je prends un électron de charge négative, qu'est-ce que c'est qu'un électron de charge positive, un positron? Ben oui, il y a une symétrie, c'est quelque chose d'autre, un autre type d'objet, quoi, c'est tout. Vous voyez? Effectivement, quand les physiciens ont découvert l'antimatière, avec Dirac, ils n'y croyaient pas. Dirac leur a dit, il y a des protons positifs et des électrons négatifs, eh bien, il y a aussi le symétrique. Voilà, si je vous dis il y a des masses positives, ben, il y a aussi des masses négatives, c'est pareil. Mais un jour, ça paraîtra évident, quoi. C'est tout ce qui tient l'univers, ce qui se trouve entre les galaxies. Disons que conceptuellement, vous savez, conceptuellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qui est conforme à l'observation. Hein? Quand vous dites, par exemple, la gravitation, moi je comprends pas. Ben si, regardez, je lâche cet objet, il tombe. Vous voyez bien qu'il est attiré par la Terre. Donc voilà, hein, la gravitation, je comprends pas. Ben oui, c'est un phénomène. Ben là, la masse négative, ben si, elle est répulsive et elle empêche notre galaxie d'exploser. Vous savez que notre Soleil tourne autour de la galaxie à 230 km par seconde. Donc il y a une force centrifuge pas possible. Et s'il n'y avait pas ça pour le retenir, il ficherait le camp et nous avec. Et les autres théories, je dirais que ça n'a strictement rien à voir. Les autres théories, il n'y a pas d'autres théories. Il y a des rafistolages lamentables de la relativité générale. Comment dire, l'homogénéité de l'univers primitif, on fait intervenir les inflatons. Qu'est-ce que c'est qu'un inflaton? C'est une particule hypothétique. C'est le perlimpinpinot, qui est la composante essentielle de la poudre de perlimpinpin. Regardez, on a cherché à identifier la matière sombre neutralino. Maintenant, on laisse tomber. Alors, on parle de l'action. On va parler d'autre chose après. Il n'y a pas d'autres théories qui tiennent. Mais prouver que ça fonctionne, c'est toujours pareil, c'est la confrontation avec le réel. Moi, j'ai une théorie qui se confronte au réel. Maintenant, vous prenez les supercordes, ça se confronte à rien du tout. Moi, je me rappelle d'un discours il y a déjà 30 ans à l'université de Marseille, où le recteur disait, bien que la théorie des cordes n'ait jamais prévu quoi que ce soit, ni expliqué quoi que ce soit, étant donné le nombre de papiers qui sortent, nous noterons l'extrême vitalité de cette discipline. C'est pareil, si vous saviez, vous avez ça dans mes vidéos, la quintessence, les astroparticules, c'est de la poudre de perlimpinpin, mais au kilo. Alors que le modèle Janus, il colle aux observations, il se soumet aux observations. Il explique la structure des galaxies, il explique leur confinement, il explique l'absence avérée d'antimatière, il explique l'accélération cosmique. Il y a au moins une douzaine de choses comme ça. Bon, c'est pas mal, quoi. La communauté scientifique française est très réfractaire à ces idées-là. J'ai participé au mois de septembre plutôt, à un workshop américain, mais à distance, vous voyez, avec Skype, un truc comme ça. Donc à ce moment-là, moi j'avais proposé aux Américains, je fais une vidéo, vous la téléchargez, et au lieu que je sois présent pour m'adresser à vous, vous passez la vidéo. Donc les types, ils ont un colloque, puis à un moment ils disent, maintenant on va écouter Jean-Pierre Petit, et crac, ils passent la vidéo. Puis après il y a les questions. Bon, les questions, ça a été un petit peu la stupeur. Mais surtout, la femme qui gérait ce workshop m'a dit, lundi soir, j'avais invité le directeur du MUFON, c'est-à-dire du principal centre d'investigation OVNI aux États-Unis, qui nous a fait un exposé. Et immédiatement après, des gens qui avaient participé à notre workshop, qui étaient le département de la Défense et des entités comme ça, ont dit, si vous réinvitez ce type-là, on ne vient plus. Vous voyez? Donc même aux États-Unis, c'est pas commode, quoi, un truc comme ça. Vous savez, là, ça montre cette fausse ouverture américaine. Cette fausse ouverture. Alors je ne sais pas, on va voir du côté des Russes, ou du côté des Chinois, tout simplement.
Bah, pour le moment, ça traite uniquement d'astrophysique et de cosmologie. Mais il est certain qu'en 2013, quand j'ai envisagé de me relancer là-dedans, j'ai demandé à mes correspondants, est-ce que ça vous paraît souhaitable? Et ils m'ont répondu, on n'a pas à se prononcer, vous avez votre libre arbitre, vous décidez ce que vous voulez, mais songez aux applications militaires de vos recherches. Alors c'est sûr que si on sait inverser une masse, ça veut dire qu'on peut toucher à la moitière. Et en plus, on l'inverse en dépensant pas énormément d'énergie. Alors si, ce faisant, on peut inverser la charge électrique, alors on va fabriquer de l'antimatière. Et ça intéresse les militaires. Mais ça, je le sais. Je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Je pense qu'au point où on en est, ça ne peut pas être pire qu'en ce moment. Il faut absolument que les gens soient informés. Il y a un phénomène astrophysique qui est très amusant, qui est en rapport justement avec l'harmonie. Hein. C'est le nombre d'or. Alors, il y a une chose, c'est si vous jouez de la guitare ou d'un instrument à cordes quelconque, bah, vous pouvez faire la chose suivante. Vous prenez une corde de guitare avec un sol, puis vous prenez l'autre corde de guitare avec un autre sol, et quand vous tapez, la corde va réagir avec la réaction maximale. Maintenant, si vous prenez l'octave, ça va marcher aussi bien. Ça veut dire que les fréquences sont dans un rapport 2. Puis alors après, si vous prenez un rapport de nombre entier, 2 tiers, 3 quarts, ça va aussi un petit peu résonner. Mais si vous prenez un nombre irrationnel, alors là, ça ne va plus. Vous prenez la racine de 2, ça ne colle pas. Et puis alors, le nombre d'or, ça ne colle pas du tout. Alors là, vous avez donc cette image qui correspond aux pythagoriciens. Les pythagoriciens croyaient que tout dans la nature était des résonances, des harmonies, des choses comme ça. Donc là, vous avez un phénomène physique qui vous met en évidence l'activité du nombre d'or. Ça n'a pas été fait en labo, mais je veux dire, il y a une thèse de doctorat à faire là-dessus, en mesurant la réponse phonique, sonore de ces choses-là. Maintenant, si vous prenez une étoile avec 2 planètes qui tournent autour, ces 2 planètes vont s'influencer mutuellement et elles vont échanger de l'énergie. Et comment est-ce qu'elles échangent de l'énergie? Parce qu'elles vont créer un effet de marée sur leur étoile. Et avec cet effet de marée, chaque planète va modifier le champ gravitationnel, donc elles vont échanger de l'énergie. Et leurs orbites vont évoluer jusqu'à ce que ce soit le rapport du nombre d'or. Et là, ça s'arrête. Donc le nombre d'or, ça c'est Souriau qui a montré ça, et il structure entièrement le système planétaire terrestre, ce qu'on attribue fallacieusement à la loi de Bode, si vous avez entendu parler de ça. Donc voilà un moment où cette harmonie agit dans l'astrophysique et dans la physique. Voilà. Il y a un truc, c'est que quand on trouve des développements théoriques, la question qui se pose, c'est est-ce que ça a un sens? Et l'exemple assez frappant, c'est l'antimatière de Dirac, qui justement a une équation qui génère cet objet. Et après, on l'a trouvé. Maintenant, quand on s'est mis à faire des supercordes, eh bien, on n'a eu aucune retombée. Il n'y a rien. Donc là, est-ce que ça existe? Est-ce qu'on n'est pas en train de se fourvoyer complètement? Vous voyez, il y a, toute mathématique n'est pas féconde. Ben, le fait que ce soit infiniment grand, oui, ça, il y a une chose assez curieuse. Moi, j'étais frappé dans les textes humides déjà d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il parlait d'une infinité de paires d'univers. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? En fait, ça fait sens, parce que quand vous prenez notre univers, il a un horizon cosmologique. Et à cette échelle, il y a une fluctuation à très grande échelle, avec à ce moment-là une longueur d'onde de 15 milliards d'années-lumière, quoi. Donc, cette oscillation, on ne peut pas y avoir accès, puisque ça dépasse nos capacités observationnelles mathématiquement. Mais à ce moment-là, dans cet autre univers, les constantes de la physique ne sont pas exactement les mêmes. Ça correspond à ce que les gens ont baptisé les baby-univers. Sauf que ça ne fonctionne pas pareil. Dans les baby-univers, les gens s'imaginent qu'il pourrait y avoir n'importe quelle loi de la physique. Non, toujours relié avec les mêmes phénomènes, mais avec des petites différences, quoi. Donc effectivement, c'est là que les textes humides sont frappants, parce que tout d'un coup on se dit, là je ne comprends pas, et puis 20 ans ou 30 ans après, on dit, ah bon, j'ai compris. Ça, c'est bien prétentieux, vous savez, le grand tout. C'est toujours pareil, les gens pensent à cette théorie du tout. Cette théorie du tout, c'est une idée selon laquelle on va trouver des équations maîtresses, et puis tout peut être déduit d'un truc pareil. Bon, bah, ça correspond presque à la dernière phase de l'interview, c'est-à-dire à cette
ce plan que j'ai, ce programme que j'ai, qui est physique plus métaphysique. Vous savez, il y a une chose, par exemple, c'est que quand vous prenez, par exemple, la biologie, pour nous, maintenant, ça nous est quelque chose de familier, finalement. Hein. Disons qu'il y a des tas de mécanismes, on sait qu'il y a des membranes, que ces membranes... Vous savez, par exemple, je prends l'exemple de la façon dont les lymphocytes arrivent à se débarrasser des intrus. Hein. Alors, c'est important parce que lymphocyte, c'est justement la cellule qui est responsable de l'action immunitaire. Bon, à ce moment-là, elle se colle contre la cellule et elle fait un test biochimique. Qui êtes-vous? Est-ce que vous avez les bons passeports? Et si vous êtes une cellule normale, un globule rouge, bon, passez. Sinon, si vous êtes étranger à l'organisme, alors ils vont être détruits. Mais s'ils vont être détruits, c'est quoi le vecteur? Est-ce que le lymphocyte va utiliser une arme chimique? Ben non, justement. Il va utiliser une molécule qui s'appelle de la perforine. Et à ce moment-là, grâce à cette molécule, il va créer un tube dans le cytoplasme de la cellule. C'est le coup de couteau. Hein, si les gens sont vraiment capables de supporter n'importe quel poison, vous n'allez pas les empoisonner. Vous allez faire un trou dedans, ils vont se vider. Et là, le cytoplasme donne un coup de surin et la cellule se vide. Vous voyez. Donc tout ça, c'est une sorte de mécanique, mais ça ne nous surprend plus. On ne va pas chercher des dieux dans des choses comme ça. Donc on a avancé énormément dans ces connaissances. On sait plein de trucs. Maintenant, est-ce que ça correspond vraiment à un ensemble mécaniste? Non. Et à ce moment-là, si ce n'est pas un ensemble mécaniste, c'est que tout ça, c'est la conjugaison d'un monde physique et d'un monde métaphysique, chacun avec ses lois, chacun avec ses particules. C'est ce que je tenterai d'expliquer et qu'on m'a expliqué à moi aussi. Ah oui, c'est tout à fait ce qui ressort des observations qui ont été publiées en janvier 2017 par Hoffman, Tully, Pomarède et Courtois. Quoi. Ça montre justement que l'espace est lié à la matière. Ça, c'est ce qu'avait proposé un mathématicien qui s'appelle Ernst Mach, d'ailleurs qui est inventeur du nombre de Mach en mécanique des fluides, c'est le même Mach. Mais lui, il avait suggéré que l'espace et la matière étaient ensemble. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça contredit l'intuition de Newton. Newton avait finalement inventé le vide. Or, on s'aperçoit d'une chose, c'est que le vide, ça n'existe pas. Le vide, c'est un espace sans contenu. Et là, avec cette idée-là, ça ne peut pas exister. Quel est le panorama qui se dégage de la science actuelle? Vous avez les gens qui envisagent de faire des hommes augmentés. Pourquoi continuez-vous à avoir des muscles? On va vous donner des trucs en plastique qui vont marcher beaucoup mieux. Voilà, etc. Puis alors on va prolonger la vie jusqu'à 1000 ans en vous remplaçant vos organes, etc. Je sais pas, mais c'est vraiment les délires du XVIIIe siècle. Vous vous rappelez, quand Galvani, en mettant de l'électricité, a fait que les cuisses des grenouilles s'agitaient, on a déduit que la vie, c'était de l'électricité. Alors ça a donné le mythe de Frankenstein. Frankenstein, on prend un cadavre, éventuellement fait avec des morceaux, et puis à ce moment-là, la foudre arrive, et boum, le type se met à vivre. Mais c'est pareil, je veux dire que tous ces gens comme Laurent Alexandre et d'autres, ils sont dans cette mouvance. Mais vous savez, il y a une chose qu'on a envie de crier, y a-t-il un philosophe dans la salle? Ben oui, je veux dire qu'une science qui est sans résultat, on peut pas taper. Moi, j'aime bien l'expression de Souriau à propos des supercordes qui disait que c'était une mathématique sans rigueur appliquée à une physique sans expérience. C'est pas mal, ça, c'est bien résumé. Ah, ça, vous avez trouvé ça dans le bouquin, c'est sûr. Ah, ben c'est très intéressant. Ben oui, mais il y a des gens qui sont dans la physique quantique qui diront mais tout ça, ça nous parle. Mais oui, bien sûr, ça nous parle. Mais dans le texte du mythe, il y a la recherche d'une entité primordiale qui justement peut être à la fois la matière et à la fois les coordonnées. C'est quelque chose qui puisse se transformer en temps. C'est extraordinaire, quoi. Pour introduire les concepts de Janus, il m'a fallu 29 vidéos. Hein, voilà. Non, non, justement, le mot propulsion n'a pas de sens. Parce que dans la science-fiction, on parlera de propulseurs, d'hyperpropulseurs, etc. Il n'y a pas de propulseur. Là où c'est fantastique, c'est que justement, quand la masse est inversée, elle acquiert un vecteur vitesse
immédiat. Alors le problème, c'est qu'il faut que les vecteurs de vitesse soient tous parallèles, parce que, vous savez, dans les soucoupes, il est écrit n'oubliez pas d'aligner les spins avant d'inverser la masse, sinon on explose. Il y a quelque chose à faire, quoi. Bon, c'est fait automatiquement, mais et à ce moment-là, ben, lorsque vous avez manipulé la matière dans telle direction, paf, vous vous retrouvez à vitesse relativiste. Et alors c'est pour ça que quand on fait des choses comme ça, on peut avoir des trajectoires à angle droit. Parce que le mot accélération, la force centrifuge n'existe plus, quoi. Mais imaginez, vous savez, comment dire, la physique, ça n'est pas imaginable. Par exemple, prenez la relativité restreinte. Hein. Alors, à relativité restreinte, vous ne pouvez pas dépasser 300 000 km par seconde. Bon. Ensuite, lorsque vous déplacez, le temps s'écoule moins vite. Comment je peux imaginer ça? Mais je ne peux pas. Vous ne pouvez pas, mais moi non plus. Je veux dire, ne croyez pas que les scientifiques aient une image mentale qui tienne debout. La seule réponse mathématique, c'est nous vivons dans un espace de Minkowski. À partir du moment où vous avez admis ça, tout va bien. Mais moi, j'ai écrit dans mes vidéos, calculer, il n'y a rien à voir. On dit circuler, il n'y a rien à voir. Non, ne cherchez pas à comprendre, faites des maths. C'est comme ça qu'on comprend. Comme ça que je comprends, et j'ai pas plus la capacité que vous d'imaginer. Non, 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 c'est pas là où se trouve le masse négatif. Le masse négatif, il y en a partout. Non, non. Simplement, vous avez un point A et un point B, et lorsque vous inversez la masse, vous avez. Pourquoi vous avez une accélération? C'est une sorte de chose qui découle de cette loi de la physique qui est la conservation de l'énergie. Il faut absolument. Bon, vous voulez qu'on fasse une petite parenthèse un peu technique. Bon, alors vous savez que après Monsieur de Broglie, toute particule qui se promène, elle a avec elle une onde associée. Et cette onde associée, on peut dire qu'elle a une longueur d'onde de Compton. Et alors, quand on accélère, cette longueur d'onde se raccourcit. Les particules se raccourcissent comme ça. Bon. Alors, il y a une chose, c'est que lorsque vous allez dans le monde des masses négatives, voilà une particule, un atome d'hydrogène, et voilà un atome d'hydrogène. Et vous arrivez, je suis plus grand que l'atome d'hydrogène du coin. Or, la taille des particules, c'est l'énergie. Donc, il faut absolument raccourcir pour que je sois en phase avec ce milieu. Donc, autrement dit, cette particule qui est dans le monde positif, quand vous la transformez là, il faut qu'elle apparaisse comme ça. Et pour qu'elle se raccourcisse, on va se servir de la relativité restreinte. Donc, elle est relativiste. Bon, je ne sais pas si les gens comprendront ça, c'est pas commode. Ne vous hasardez pas trop à des questions de ce genre, parce que la réponse est pire que la question. Alors voilà, disons que là où c'est très amusant, c'est que on va pas se poser la question de la création de l'univers, mais appelons ça au tout début. Au tout début, alors déjà, avec l'astrophysique, on a des masses positives et des masses négatives. Mais là, on a aussi des masses métaphysiques positives et des masses métaphysiques négatives. Ce sont des masses imaginaires au sens mathématique, mais enfin, c'est ce monde imaginaire qui lui aussi a ses propres particules. Et alors au départ, tout ça s'est désorganisé. C'est vrai que quand vous regardez l'univers au premier millième de seconde, vous ne voyez pas d'atomes, vous ne voyez pas de galaxies, il n'y a rien, quoi. C'est vraiment d'une uniformité totale. Et bien dans le monde métaphysique, c'est pareil. Les idées n'existaient pas, les sentiments non plus, les dieux n'existent pas encore. Vous voyez, rien n'existe. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a cette espèce de coévolution entre les deux systèmes. À la fois, le monde physique se structure de manière à pouvoir héberger le monde métaphysique. Il y a une espèce de finalité là-dedans. Puis à côté de ça, eh bien, quand vous parlez de l'astrologie, peut-être que justement l'astrologie, ça correspond à ce psychisme avant la vie. C'est une sorte de... C'est là où les âmes accompagnent non pas les êtres vivants, mais les planètes. Ça va ravir les astrologues de dire une chose pareille. Puis alors après, vous avez les deux trucs qui apparaissent. Et finalement, les dieux apparaissent en même temps que les croyances. Hein. Moi, je dirais, nous créons nos dieux et nos dieux nous créent. Il y a une sorte d'interaction entre les deux. Alors quand les gens disent, mais alors, mon Dieu à moi, il n'existe pas. Non, j'ai jamais dit ça. Simplement, vous avez une noosphère avec des quartiers, un petit peu comme dans le monde du Petit Prince. Oui. Vous avez la planète Allah, la planète Yahvé, la planète avec les différents dieux. Vous avez le grand esprit qui habite aussi à tel endroit, etc. On pourrait très bien faire un petit prince métaphysique avec la visite des différentes planètes, comme ça. Et finalement, ce ne sont que des égrégores dans ce monde métaphysique. Les choses les plus mauvaises possibles. Moi, je pense que, vous savez, avant de penser au transhumanisme, si on pensait à l'humanisme, ce serait pas mal. Je crois que c'est ma réponse, quoi. C'est effrayant. Le transhumanisme, ça tourne le dos à l'humanisme. Voilà. Déjà, on voit une chose très simple, c'est qu'il y a effectivement une possibilité d'utiliser ce système, un système intelligent
ça commence par un système qui est capable d'apprendre des choses par lui-même, bon, et d'analyser. Et là, on a eu un exemple d'application de l'intelligence artificielle pour les élections de Trump, avec une société anglaise qui a analysé. Vous savez, actuellement, quand vous regardez Internet, on vous demande pouce en bleu en l'air, pouce en bas, etc. Vous n'arrêtez pas de voter comme ça. Et les gens de cette société disaient, vous savez, si je vous pose 50 questions et que vous répondez à ces questions, je vous connais mieux que votre propre femme. C'est vrai qu'il y a des questions clés à poser. Vous avez une idée sur les goûts des gens, vous avez une idée sur leurs convictions, etc. très rapidement. Donc, qu'est-ce qu'ont fait ces gens? Ils ont acheté, avec tous ces gros systèmes comme Google, Facebook et tout ça, on a acheté ces renseignements sur 150 millions de personnes et on en a déduit quelque chose. Et là, vous avez une manipulation de l'opinion et de l'information par intelligence artificielle. Ça, c'est quand même pas mal, quoi. Ensuite, bon, bah, ce truc-là, ça va être destructeur d'emplois. Hein, il y avait la machine, les métiers à tisser qui avaient fait disparaître tous les gens qui manipulaient avec leur programmation, quoi. Bon. Puis ensuite, ben, il y a un truc, c'est que vous allez remplacer tous les services par de l'intelligence artificielle. Après, quand vous allez interroger quelqu'un, au lieu d'avoir un préposé derrière un guichet, vous aurez un écran avec un personnage qui vous répondra, qui sera complètement de synthèse. Donc ça, l'aspect négatif, c'est l'impact qui ne peut être que négatif sur l'emploi et sur les sociétés, quoi. Ensuite, bon, bah, il y a un truc, c'est que avec ce système-là, vous pouvez aussi créer des faux interlocuteurs. On sera capable de faire des speakers qui vous racontent n'importe quoi. C'est magnifique. Donc là, moi j'ai vu des vidéos où on dit qu'on peut faire parler n'importe qui avec n'importe quel aspect, quoi. Bon, et ça, vous savez, moi j'ai été informaticien dans le temps, bon, mais quand on compare l'informatique de 1970 et celle de 2018, c'est fabuleux. Hein, au point de vue les images de synthèse, on est capable de vous présenter des scènes, vous ne savez pas si c'est réel ou si c'est virtuel. C'est extraordinaire. Les voix, c'est pareil. La gestuelle, c'est pareil. Il reste encore un petit peu de raideur. Mais vous savez, le truc, par exemple, c'est quand on présentait des visages humains, là où on voyait que c'était synthétique, c'est que c'était trop lisse. Maintenant, on s'est plaqué dessus des poils de barbe, des taches, des trucs comme ça. Donc déjà, c'est fini. Regardez les cheveux. Puis alors après, il y aura toute cette gestuelle comme ça. Vous ne ferez plus la différence entre ce que vous voyez sur un écran et une véritable personne. Alors voilà, ça, plus l'intelligence artificielle, bonjour. À la limite, il y avait un type fantastique, c'est Valérian. Il y a une série de bandes dessinées, c'était quoi déjà? Où justement Valérian arrivait à pénétrer les cercles du pouvoir. Les cercles du pouvoir. Elle est très bonne cette BD, cette cercle du pouvoir. Et quand ils arrivent justement dans ce dernier cercle, le cercle du pouvoir, eh bien c'est la vidéo, c'est les médias. On fabrique des images. Et avec ça, c'est le crétiniseur. C'est avec ça qu'on crétinise les gens. Et alors, la chose, c'est quand vous aurez des scientifiques de synthèse qui voudront raconter des conneries. Maintenant, on n'aura plus besoin de payer quelqu'un pour mentir. On fabriquera un être artificiel. Et un jour, on s'apercevra qu'il n'existe pas.